Nous accueillons cet après-midi Monsieur Mahé de chez Quarks Lab et qui vient nous présenter un outil de découverte d'environnement Paintest sur Kubernetes. Pouvez-vous me dire d'abord en quoi cela consiste et tout simplement en une seule phrase pour les profanes et ensuite faire votre présentation. Le format n'aura pas changé, les questions arriveront à la fin. N'hésitez pas à participer, 25 minutes de présentation et 5 minutes de questions. C'est à vous. Bonjour. Alors, pour une petite phrase, c'est ce que vous avez dit finalement. Je vais vous présenter un outil de découverte d'environnement d'environnement Kubernetes lors de vos pentests en fait. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je voulais commencer par vous montrer cette slide. Alors, sur cette slide, vous voyez plusieurs vulnérabilités du mois de mars. En fait, le mois de mars, ça a été un mois assez où beaucoup de vulnérabilités noyaux sont tombées. Et là, je vous ai mis 2 vulnérabilités noyaux et une vulnérabilité sur CRI-O et conteneur-D qui sont 2 runtime. En fait, c'est une partie en fait de Kubernetes, un des organes principaux qui sert à lancer les conteneurs dans Kubernetes. Donc, en fait, je vous avais affiché cette liste de vulnérabilités juste pour vous montrer le fait qu'il y a beaucoup de vulnérabilités qui tombent. En mars, on a eu des vulnérabilités qui étaient particulièrement critiques. Et ça nous permet d'attaquer en fait les clusters derrière. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que finalement, ces vulnérabilités-là, on n'en a pas encore besoin. Parce que la grosse problématique aujourd'hui dans les clusters, c'est que la configuration, en fait, elle est suffisamment mal faite pour qu'on n'ait pas encore besoin d'utiliser des vulnérabilités pour attaquer des cibles. Donc, ce que je voulais directement faire, c'est faire une petite démonstration de mon outil. Et en fait, dans une deuxième partie, je vous expliquerai plus en détail ce qui a été fait pendant la démonstration pour expliquer un petit peu mieux. Donc, le setup de la démonstration, c'est le suivant. Donc, on a une infrastructure, c'est inspiré d'une mission qu'on a fait chez Quarks Lab. Donc, on a une infrastructure avec deux applications. Une application qui est exposée sur Internet, une application web. Ah, j'ai pas ma souris. Une application web, c'est l'application en bleu, qui a une base de données, qui fait ces choses, et qui est sur la même infrastructure, en fait, sur le même cluster qu'une application sécurisée, qui, elle, est exposée que sur le réseau interne et qui a une base de données sécurisée. Et donc, en fait, la problématique, c'est est-ce qu'à partir de l'application web, sur cette infrastructure, on va pouvoir pivoter et aller sur l'application sécurisée. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Hop. Alors, normalement, ça devrait aller. Je vais utiliser un petit script. Voilà, alors là, l'idée qu'on a dans ce scénario, c'est que je vais grossir un petit peu. À mon avis, vous verrez mieux. Donc, l'idée qu'on a dans ce scénario, c'est qu'on a donc exploité une vulnérabilité dans l'application web qui était face à Internet. Et donc, en fait, on va essayer de savoir un petit peu, on a un reverse shell et on va essayer de savoir un petit peu où on est. Donc, en premier lieu, ce qui peut être sympa, c'est de regarder un petit peu la tête du système de fichiers. Donc, on voit qu'on est sur un système de fichiers Linux classique. On va regarder quel utilisateur on est. On est un utilisateur lambda, l'utilisateur 1000, on n'est pas root. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui tourne sur cette machine. Donc là, il y a pas mal d'indices qui tombent. Donc, alors, là, effectivement, c'est un faux processus, mais on peut imaginer que le processus numéro 1, c'est un serveur web, et on voit qu'il n'y a que, a priori, 4 processus qu'on peut voir sur cette machine. Donc ça peut nous donner des petits indices. Le premier indice, c'est qu'on est sûrement en train de tourner dans un conteneur. Donc le fait qu'on voit qu'une partie restreinte des réels processus qui tournent sur la machine et qu'on ne voit pas, par exemple, l'init ou systemd directement, ça veut sûrement dire qu'on est dans un namespace de PID. Et donc là, on se dit, puisque le nom de la présentation, c'est Kubernetes et qu'on est en train de faire un pentest sur une infra, sûrement qu'elle est en train de tourner sur Kubernetes. Donc là, ce qui peut être intéressant pour nous, c'est de récupérer l'outil fait par Quarks Lab, par moi-même, qui s'appelle Kdigger. Donc vu qu'on est des gens de la sécurité et qu'on est sérieux, on récupère aussi le checksum SHA-256 et on vérifie que le binaire qu'on a téléchargé, c'est bien le bon. Donc là, on va prendre le binaire, on le récupère et on l'installe sur la machine. Donc ça, c'est l'outil que je vais vous présenter. C'est l'outil en ligne de commande. Donc c'est l'outil qui va vous permettre de pentester vos environnements et de voir un petit peu où vous êtes. Donc ça se présente sous la forme de plusieurs commandes. Donc la commande dig qui permet effectivement de récupérer des informations. Il y a une commande qui nous permet de lister toutes les... Je vais vous montrer ça. Donc il y a une commande qui va nous permettre de lister
toutes les différentes choses qu'on peut faire dans ce cluster, donc tous les différents plugins en quelque sorte. Donc, il y en a un certain nombre. On va avoir un plugin qui nous permet de scanner tous les syscalls qu'on veut faire dans tous les appels système pour voir si on a un profil seccomp qui nous bloque, par exemple. On a un plugin qui va récupérer, à travers le DNS, en fait, qui va récupérer toutes les informations des services qui tournent dans le cluster. On va avoir un plugin pour récupérer le token qui a été monté dans notre conteneur. En fait, tout ça, c'est des plugins qui vont être propres au conteneur et surtout propres à Kubernetes, en fait. Il va y avoir le fait de scanner les syscalls, c'est juste quelque chose qui est intéressant pour récupérer le profil seccomp qui peut être adossé à notre conteneur. Mais récupérer un token, c'est quelque chose qui est propre à Kubernetes. Ou, par exemple, scanner le contrôleur d'admission, on en parlera un petit peu plus tard. Ça, c'est quelque chose qui est propre à Kubernetes. Donc, une première étape qui peut être intéressante pour nous, c'est... ah oui, je voulais vous montrer ça. C'est juste, la plupart des sorties de l'outil, on peut les récupérer sous forme de JSON pour les utiliser, les passer à un autre programme. Donc, une bonne première étape, ça peut être de récupérer les... Ça, c'est un plugin tout simple qui va récupérer les variables d'environnement et grepper les variables d'environnement qui peuvent être intéressantes. Donc, ça, c'est pas un mécanisme infaillible, mais c'est un premier mécanisme qui peut nous indiquer si on est déjà en train de tourner dans un cluster Kubernetes, parce que par défaut, Kubelet, qui est le démon qui va lancer notre conteneur, en fait, va rajouter dans notre environnement tout un tas de variables d'environnement pour pouvoir taper le serveur d'API, des choses comme ça. Donc là, ayant trouvé ces variables d'environnement, ça nous donne un gros indice sur le fait qu'on est sûrement dans un cluster Kubernetes. Voilà. Bon, après, c'est pas une preuve infaillible, hein, parce que n'importe qui peut enlever ces variables d'environnement ou les rajouter. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser une deuxième probe qui va juste aller interroger le serveur d'API, vu qu'on a l'adresse IP, pour récupérer la version du cluster sur lequel on se trouve. Donc là, on voit qu'on est sur la version 1.22. C'est la version qui est sortie en... On est à la 1.24 qui est sortie il y a une semaine, donc c'est une version qui a dû sortir il y a 6 mois. Donc c'est une version plutôt récente. Et ce qui peut être intéressant, par exemple, ça c'est une propriété qui est propre à Linux, c'est qu'on va pouvoir aller regarder le dossier des cgroups, et ça va nous donner des informations un petit peu plus intéressantes sur dans quel type de cluster on se trouve. C'est-à-dire que les cgroups, dans le pass, ça va leaker un certain nombre d'informations. Donc ici, on voit qu'en fait, le runtime, c'est-à-dire la brique qui lance effectivement les conteneurs sur l'autre, c'est Docker. Donc voilà, on voit qu'effectivement, on est bien dans un cluster Kubernetes. Là, le kubepod, ça trahit en fait la présence de kubelet sur l'autre. Et donc, ce qui peut être intéressant, on en est à l'étape où on se dit, on est dans un cluster Kubernetes, on a fait notre reverse shell, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va chercher nos capabilities. Les capabilities sur Linux, c'est en fait, c'est le mécanisme qui a été mis en place pour essayer de splitter les privilèges de route. Et donc là, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si on tourne dans un conteneur qu'on appelle privilégié. Et en fait, si on tourne dans un conteneur privilégié, on a quasiment terminé notre pentest, parce que finalement, un processus privilégié, c'est un processus route sur la machine haute. Donc là, on se rend compte que non, on ne tourne pas dans un conteneur privilégié parce qu'il nous manque un certain nombre de capabilities clés qui sont, par exemple, capsysadmin ou des choses comme ça. Là, on voit qu'on a un set restreint de capabilities. Donc, ce qui pourrait nous intéresser, c'est de se dire, si on n'est pas dans un cluster, dans un conteneur privilégié, c'est d'en lancer un nous-mêmes. Donc, on va essayer de récupérer le token qui est contenu dans notre conteneur, qui normalement a été rajouté par Kubelet au moment où notre conteneur a été créé. Donc là, on voit qu'il y a un token qui est présent à l'endroit standard, il y a un certificat pour parler au serveur d'API, et on est dans le namespace par défaut Kubernetes. Donc, Kdigger, ça permet aussi de récupérer le token sous sa forme crue, pour pouvoir l'utiliser, pour faire d'autres commandes ou des choses comme ça. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est avec ce conteneur, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Donc là, on ne voit pas très bien. Ici, c'est les autorisations qui sont associées à ce token. Pardon. Donc là, on a récupéré un token qui a été monté dans notre conteneur et on aimerait bien savoir, est-ce qu'on va pouvoir créer un nouveau conteneur, un nouveau pod? Alors oui, les pods, c'est quelque chose qui est propre à Kubernetes. Si vous êtes familier avec ça, en fait, les pods, c'est un regroupement de plusieurs conteneurs. En général, il y en a au moins 2, parce qu'il y a toujours le conteneur pause plus des conteneurs utiles, des conteneurs qui vont faire tourner le programme qu'on veut faire tourner. Et donc ici, on se rend compte de quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer la ressource pod. On va pouvoir lister, créer la ressource pod. Donc si on va pouvoir lister la ressource pod, on peut se dire, ça peut être intéressant de... Ah, je crois qu'il y a un petit truc avant. Pardon. Alors je voulais vous montrer qu'effectivement, Kdigger, ça permet de retrouver l'autorisation liée à ce token. Et certains pourront me dire, on a utilisé curl pour récupérer Kdigger. Finalement, on pourrait faire la même commande avec curl pour récupérer l'autorisation liée au token.
Et je voulais vous montrer la taille de la commande pour voir à quel point en fait, ça peut être pratique d'avoir un outil qui fait tout ça pour nous en une seule fois, quoi. Donc là, la sortie, c'est la même. On va récupérer les mêmes informations. C'est juste qu'on a utilisé curl directement. Et donc, l'idée ici, c'est de se dire, bon, on était en train de faire le pentest d'une infrastructure. Est-ce qu'on peut récupérer tous les pods qui tournent pour voir tout simplement si l'application sécurisée qu'on voulait cibler, en fait, n'est pas juste atteignable dans notre namespace. Donc, on essaie de récupérer tous les pods. On voit qu'on n'a pas les droits pour récupérer tous les pods dans tous les namespaces. Mais on a vu qu'on pouvait faire un list sur les pods dans notre namespace. Donc, on va pouvoir faire ça. Et on voit ici qu'on a l'application, la web app, c'est l'application qu'on a compromis, dans laquelle on se trouve actuellement, le conteneur dans lequel on se trouve actuellement, et la SQLite, qui est sans doute la base de données de l'application web. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de créer un nouveau conteneur sur ce même hôte, mais on va essayer de créer un conteneur privilégié. Comme ça, l'idée, en fait, ce sera qu'on se retrouvera sur l'hôte en tant que route, et on va pouvoir éventuellement, si ce conteneur tourne aussi sur ce même hôte, le conteneur de l'application sécurisée, on va pouvoir l'atteindre et pivoter. Et donc, une dernière chose qu'on veut vérifier, c'est qu'on a vu qu'on avait le droit de créer un pod, mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est que le droit de créer un pod, ça nous donne une possibilité binaire, oui ou non, est-ce qu'on peut le faire. Mais on peut rajouter une brique dans l'API de Kubernetes pour dire, oui, tu as le droit de créer un pod, mais tu as le droit de créer un pod non privilégié, tu as le droit de créer un pod qui tourne en tant qu'un utilisateur lambda, des choses comme ça, quoi. Et donc, en fait, là, ce qu'on veut faire, c'est scanner ce contrôleur d'admission. Donc, là, il y a quelque chose d'intéressant qui apparaît, que l'outil nous donne, c'est que vu qu'on n'a pas la possibilité de supprimer les pods, lors de ce scan, en fait, vu qu'on va scanner la possibilité de créer des pods divers, quoi, des pods privilégiés, des fausses comme ça, on va laisser des traces parce qu'on ne va pas pouvoir supprimer en fait, les pods qu'on a créés. Donc là, l'idée, c'est de le faire quand même. Donc là, les pods ont été créés. C'est instantané en fait parce qu'on a créé des pods avec des images qui n'existent pas. Donc en fait, le serveur d'API nous répond instantanément. Et si on regarde, voilà, on voit en fait les pods qu'on vient de créer. Ils sont là, ils ont un nom d'image invalide. Ils ont été créés à 13 secondes, mais on a pu les créer. Il n'y a pas eu de problème parce que en fait, dans ce cluster, il est configuré comme un cluster standard. Il est configuré en fait sans admission control. Par défaut, les clusters Kubernetes le sont malheureusement. Donc en fait là, il n'y a pas de problème. On va pouvoir créer un conteneur qui monte tout le file system de l'autre. On va pouvoir créer un conteneur privilégié. On va pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Donc en fait, l'étape suivante, l'étape logique, ça va être de créer un pod privilégié grâce à nos privilèges en fait dans le cluster pour escalader. Et donc là, en fait, je vais utiliser kubectl Noteshell. C'est un outil d'administration que j'ai détourné en fait pour à la base, c'est un outil pour créer un pod privilégié sur n'importe quel nœud pour éviter d'avoir installé SSH sur chacun de ces nœuds et de pouvoir utiliser Kubernetes pour administrer un cluster. Dans notre cas, en fait, on ne connaît pas le nom du nœud sur lequel on veut aller et j'ai juste modifié le script pour qu'on aille taper un nœud random dans le cluster, en fait. Donc là, il a essayé de spawner un nouveau conteneur. Donc si on regarde ici, on a un nouveau conteneur qui tourne, qui est là. Donc il s'appelle NSEnter parce que j'utilise un outil qui s'appelle NSEnter pour entrer dans tous les namespaces Linux de l'hôte grâce à ce conteneur privilégié. Et en fait, là, on va se retrouver du coup dans un autre environnement. On est sur l'hôte. On a pivoté en fait du conteneur jusqu'à un conteneur privilégié sur l'hôte, finalement, qui est un processus root sur l'hôte. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que là, on tourne en tant que root. On a accès au tool file system. Et donc, une étape qu'on va faire tout de suite, c'est vérifier quels sont les conteneurs qui tournent sur cette hôte. Donc, on peut utiliser ça. Non, c'est Docker. PS. Donc là, on voit qu'on a un certain nombre de conteneurs qui tournent sur cette hôte. Donc on va retrouver normalement le conteneur qu'on a attaqué tout à l'heure qui s'appelait Web App. Alors c'est un peu difficile à lire ici. En tout cas, on voit qu'on a Core DNS, on a le Kube Controller, API Server, etcd, toutes ces choses-là. Mais en fait, on va utiliser un autre outil qui va nous permettre de voir uniquement les pods qui tournent. Donc là, on voit qu'on a NSEnter, c'est nous-mêmes, SQLite, ce qu'on a vu tout à l'heure, Web App, l'application qu'on a compromise. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a d'autres applications. L'application qu'on voulait attaquer, qui tourne aussi sur ce nœud, qui n'était pas dans le même namespace Kubernetes, donc on ne pouvait pas la voir tout à l'heure. Et là, en fait, vu qu'on est sur le nœud, on peut tout à fait la voir. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer les données de cette application. Donc, on va essayer de s'attaquer à sa base de données. Et là, l'idée, c'est que j'ai mis MySQL parce que vu que c'est des gens sérieux et qu'ils ont une application sécurisée, ils n'utilisent pas SQLite, ils utilisent MySQL. Ça vaut ce que ça vaut. Alors là, on va récupérer des infos là-dessus. On va juste récupérer
On va faire un petit cryctl inspect. Et donc là, on récupère un peu d'informations. On voit que c'est un conteneur qui fait tourner MySQL. Le conteneur est en train... Excusez-moi, à chaque fois que je sélectionne, ça redescend. Donc le conteneur est en train de tourner. Il tourne avec telle image, etc. etc. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est une application de base de données et que dans les clusters Kubernetes et les conteneurs en général, en fait, les conteneurs sont éphémères et les file systems sont éphémères, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on va monter un volume pour écrire le contenu de la base de données. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qui est monté dans le conteneur à /mount/database. Donc ça va nous intéresser. Et on va pouvoir récupérer le pass qui est sur l'autre équivalent. Donc on va récupérer ça. Voilà. Donc on va aller là. Donc là, on est sur l'autre, à l'endroit où on stocke en fait le volume qui a été monté dans le conteneur de la base de données. Et en fait, on voit tout simplement que là, en fait, on va trouver directement le flag du CTF, on va trouver les données. Et voilà, on récupère toutes les données de la base de données finalement, quoi. Donc là, évidemment, c'est sous forme texte, hein, c'est juste pour refaire le scénario. Mais voilà, c'était l'idée du scénario. Donc je vais vous le réexpliquer un petit peu mieux avec le diapo. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était un scénario assez basique, mais c'est un scénario qui a vraiment existé lors d'une mission, en fait, parce que c'est le problème de la colocation dans Kubernetes. Vu qu'on veut packer en fait, toutes les applications sur des nœuds sans forcément filtrer quelle application va tourner sur quelle machine, en fait, il y a cette porosité qui existe entre les conteneurs qui tournent sur le même nœud. Et donc l'idée là, c'est qu'on était en fait dans le namespace bleu, dans la web app et dans le conteneur qui est sur le schéma au plein milieu. On a réussi à exploiter une vulnérabilité. Donc ça, c'était le premier problème. Il y avait une vulnérabilité logicielle dans l'application qui tournait. Dans cette application, on a récupéré un token. Donc ça, c'est quelque chose qui est monté par c'est quelque chose qui est monté par Kubelet automatiquement. Là, il s'avérait que ce token, il avait des droits particuliers, donc c'était quelque chose qui était bien pour nous, parce qu'on a pu demander du coup à l'API server avec ce token de créer un conteneur plus privilégié. L'API server nous a répondu OK, il n'y a pas de problème. On a créé ce conteneur privilégié dans ce même namespace Kubernetes, mais l'intérêt des conteneurs privilégiés, c'est qu'on peut directement escalader vers l'autre et on peut récupérer toutes les données en fait ou en tout cas tous les volumes qui sont montés dans les clusters et même tous les file systems des conteneurs qui tournent sur ce même nœud. Donc à partir de ce moment-là, il suffit de créer des pods privilégiés sur tous les nœuds et finalement on peut récupérer les informations de tout le cluster. Donc comment essayer de fixer tous ces problèmes? Donc la première étape, c'est la vulnérabilité dans l'application. Bon, il suffit d'écrire un programme sans vulnérabilité, il faut faire un peu des efforts. Non, en vrai, ça c'est impossible, hein, mais après, si vous pouvez faire auditer votre code par des tierces parties, par exemple mon entreprise, QuarksLab. Vous pouvez essayer de scanner vos images. Après, il y a beaucoup de gens qui scannent des images Docker et qui trouvent des vulnérabilités, mais ils font rien derrière, donc ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut scanner les images et essayer de fixer vos images Docker. Ça, c'est pas facile. Et puis voilà, il y a énormément de choses après que vous pouvez essayer de faire pour éviter les vulnérabilités dans vos logiciels, mais ce n'est pas vraiment l'objet de ce que je présente aujourd'hui. Donc ça aurait en fait permis d'éviter la première étape qui était l'exploitation et la création d'un shell dans le conteneur initial. Donc c'était le vecteur d'entrée, donc ça aurait été bien de pouvoir l'empêcher. Le deuxième problème, c'était le fait qu'on a trouvé un token dans le conteneur. Donc là, il y a plusieurs choses à faire. On peut essayer de mieux configurer le token pour lui donner moins d'autorisation. Ce n'est pas forcément possible. Imaginons par exemple que mon application web, c'était un opérateur Kubernetes. Il a besoin de pouvoir créer des pods. Donc ce n'est pas forcément facile à mettre en place. Après, il y a un nouveau guide qui est sorti pour essayer d'aider les gens à configurer une airback le mieux possible dans la documentation. Vous pouvez essayer d'aller le voir. Donc ça nous aurait empêché de récupérer un token et de parler au cluster, à l'API server. Deuxième problème. Et le troisième problème, c'est de rajouter un contrôleur d'admission. Donc en fait, ce que je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure, le mécanisme de airbag, donc Role-Based Access Control, ça permet juste de dire sur une ressource, oui ou non, vous avez le droit de la créer, oui ou non, vous avez le droit de la lister. Mais l'API server, il ne fait pas la distinction entre un pod en fait, qui va lancer des conteneurs qui sont privilégiés et des conteneurs qui sont totalement lambda et totalement safe en quelque sorte. Et pour ça, en fait, il existe des briques supplémentaires qui sont les admission control. Donc en fait, avant dans Kubernetes, il y avait un admission control intégré qui s'appelle Pod Security Policy. Peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent. Il a été déprécié, il va être enlevé dans la version prochaine qui va sortir. Mais il a été remplacé par un nouveau standard qui s'appelle Pod Security. Et après, il y a des gens qui utilisent d'autres. Il y a des contrôleurs d'émission source party comme Kyverno, des choses comme ça.
Et donc ça, en fait, ça va vous permettre de vous dire, bah, je veux bien qu'on puisse créer des pods, mais des pods de telle manière, telle manière, telle manière. Des pods non privilégiés, des pods qui tournent avec un utilisateur non privilégié, des choses comme ça. Donc ça aurait empêché le troisième problème. Une fois qu'on avait je regarde juste le temps, excusez-moi. Une fois qu'on avait récupéré le token, on aurait pu, l'API serveur nous aurait dit, bah non, en fait, tu peux créer des pods, mais tu peux pas créer des pods privilégiés, donc on va pas pouvoir escalader aussi facilement. Donc voilà, si vous voulez expérimenter par vous-même, donc les outils, l'outil il est à gauche, ça s'appelle Kdigger, il est disponible sur GitHub, sur le GitHub de Quarks Lab. Il y a aussi j'avais fait un petit CTF en fait pour expliquer les possibilités offertes par l'outil. Et tout ça, c'est présenté dans un petit blog post qu'on avait sorti en octobre, qui explique comment utiliser les CTF comment utiliser l'outil dans le cadre du CTF pour se familiariser un petit peu avec l'outil. Et maintenant, je voulais vous parler un petit peu de pourquoi j'avais fait cet outil. En fait, j'ai fait cet outil au fur et à mesure de faire des CTF à la KubeCon, qui est à la conférence de Kubernetes. Je m'étais dit qu'en fait, il y avait un certain nombre d'étapes qu'on pouvait regrouper comme ça dans une checklist. Parce que là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que j'ai utilisé les plugins un par un. Mais ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est lancer tous les plugins, récupérer les données sous forme de JSON et les analyser a posteriori. Donc, ça vous permet d'avoir une sorte de check-up complet en fait, de votre environnement rapidement, quoi. Donc ça, c'est toutes les fonctionnalités. J'en ai montré quelques-unes, mais voilà, il y en a un certain nombre. Et il y en a surtout en fait, qui sont de plus en plus fragiles parce que la plupart de ces fonctionnalités reposent sur des petits détails d'implémentation ou des fonctionnalités qui sont utilisées que par des outils malveillants, on va dire. Par exemple, CoreDNS, qui est le DNS de Kubernetes, ils ont décidé d'enlever une fonctionnalité que j'utilise personnellement pour récupérer tous les services du cluster. Parce que justement, ils étaient utilisés que par des outils de ce genre. Donc, ils se sont dit que c'était finalement pas très utile, quoi. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais... On a à peu près une bonne poignée de minutes, 5 à 7 minutes pour les questions, si jamais vous voulez interagir. Y a-t-il à l'intérieur du public des personnes qui souhaiteraient tout simplement poser une question? Revenir sur un point. Tout semble clair du coup. Sinon, je peux juste finir. Eh bien, c'est ce que j'allais vous permettre de faire. Faites votre conclusion de manière à pouvoir terminer votre slide et puis en fait donner les derniers détails que vous souhaitiez. Voilà, on va passer très vite. Je voulais juste vous montrer en fait la communauté, elle aide beaucoup les gens qui utilisent Kubernetes à sécuriser le projet. Je fais partie moi-même du SIG Security qui est en fait le groupe qui travaille à améliorer la sécurité, à améliorer la lisibilité de Kubernetes à ce sujet. Il y a eu un certain nombre de projets récemment, donc on a recréé. Il y a eu la naissance de Pod Security, qui est un remplaçant honorable au Pod Security Policy. Il y a eu une très bonne vidéo là-dessus si vous avez besoin de regarder ça. On a rajouté des choses pour activer SecComp par défaut sur toutes les charges d'un cluster. On enlève des options par défaut qui sont non sécurisées. Il en reste un certain nombre, mais la plupart sont en train de partir. Aujourd'hui, l'API ne communique plus du tout sans TLS, donc ça, c'est une bonne chose. Il y a des choses qui sont faites sur la supply chain. On peut vérifier toutes les images d'un conteneur, toutes les images signées par l'organisation Kubernetes maintenant quand on déploie un cluster. Il y a des nouveaux guides qui sortent et il y a des audits par des third parties. Donc il y a un audit qui va se lancer en 2022. Il y en avait déjà eu 2 en 2018. Il y a la NSA récemment qui a écrit un petit guide, peut-être que vous l'avez vu passer. Il y a la communauté qui a réagi à ce guide. Ils en ont sorti une version mise à jour le 15 mars. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est un guide qui est assez intéressant si vous voulez sécuriser votre cluster. Et voilà, après, il y a tout un tas de mesures qu'on essaie de mettre en place avec la communauté. On est en train de rajouter, par exemple, une sorte de checklist pour vérifier que vous avez mis en place les meilleures pratiques facilement sur le site. Et il y a plein de projets qui sont lancés, comme par exemple aussi une liste des CVE connus de Kubernetes officiels sur le site. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'aide avec vos clusters Kubernetes ou toute autre question, n'hésitez pas, on est là. Et voilà les contacts de Quarks Lab. Nous allons rappeler le stand sur lequel vous vous trouvez. Bon, on est sur le stand de Quarks Lab qui est C7. C7. Merci et bravo à vous, Monsieur Tardy.